Les murmures de l'au-delà. Les derniers rayons du soleil d'automne s'estompaient sur les toits de Paris, laissant place à une brume mystérieuse qui enveloppait les rues pavées du quartier latin. L'année 1857 touchait à sa fin, et avec elle, une époque de certitude scientifique allait être ébranlée par des événements que personne n'aurait pu prévoir, pas même le protagoniste de notre histoire. Le professeur Hippolyte Léon Denisard Rivail, un homme de 53 ans à la prestance naturelle et au regard pénétrant, ajusta son manteau contre le froid mordant de cette soirée d'octobre. Ses pas résonnaient sur les pavés humides de la rue des Martyrs, tandis qu'il consultait une nouvelle fois l'adresse griffonnée sur un petit carton, hôtel particulier numéro 35. Les lanternes projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre, créant une atmosphère presque surnaturelle qui correspondait étrangement à l'objet de sa visite. Rivail n'était pas un homme qui se laissait facilement impressionner. Éducateur respecté, auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, il avait consacré sa vie à la diffusion du savoir et à la promotion d'une pensée rationnelle. Ses cours étaient réputés dans tout Paris pour leur clarté et leur rigueur méthodique. Pourtant, ce soir-là, il ne pouvait ignorer une certaine appréhension qui lui nouait l'estomac. La lettre d'invitation qu'il avait reçue une semaine auparavant était intrigante. Madame de Pleine-Maison, une dame de la haute société parisienne, le conviait à assister à ce qu'elle appelait une « séance de manifestation spirituelle ». En temps normal, il aurait poliment décliné, considérant ces pratiques comme relevant de la superstition. Mais quelque chose dans le ton de la lettre, et surtout dans les références aux phénomènes observés, avait piqué sa curiosité scientifique. S'arrêtant devant la grande porte en bois sculptée de l'hôtel particulier, Rivail sortit sa montre à gousset, 20 heures précises. La ponctualité était pour lui une vertu cardinale. Il actionna le lourd heurtoir en bronze, et le son résonna dans la cour intérieure. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sur un majordome à l'allure impeccable qui le conduisit à travers un vestibule richement décoré. Les murs étaient ornés de tableaux représentant des scènes mythologiques, et un grand miroir vénitien reflétait la lueur tremblotante des chandeliers. « Monsieur Rivail, nous vous attendions », l'accueillit Madame de Pleine-Maison, une femme d'une soixantaine d'années dont l'élégance naturelle n'avait rien à envier à sa réputation. « Votre réputation d'homme de science et d'éducateur vous précède. » Le salon où elle le conduisit était vaste, mais aménagé de façon à créer une atmosphère intime. Une dizaine de personnes étaient déjà présentes, assises autour d'une grande table ronde en acajou. Les rideaux de velours rouge étaient tirés, et seules quelques bougies éclairaient la pièce, créant des zones d'ombre qui semblaient vivantes. Parmi les personnes présentes, deux jeunes filles attirèrent particulièrement son attention. La première, Julie Baudin, une jeune femme de 18 ans au visage d'une pâleur presque translucide, était assise très droite, les mains posées à plat sur la table. Sa sœur Caroline, légèrement plus âgée, se tenait à ses côtés. On disait de Julie qu'elle possédait des dons extraordinaires de médium, capable de communiquer avec le monde des esprits. « Mes amis, commença Madame de Pleine-Maison, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Rivail, qui souhaite observer nos travaux avec l'esprit scientifique qui le caractérise. Je suis certaine que sa présence apportera une dimension nouvelle à nos séances. » Rivail salua l'assemblée d'un léger hochement de tête, tout en sortant de sa sacoche un petit carnet relié en cuir et un crayon. Si phénomène il devait y avoir, il était déterminé à les consigner avec la plus grande précision. À sa gauche était assis le comte de Rochemont, un homme d'une cinquantaine d'années au visage austère, qui semblait partager son scepticisme. À sa droite, une jeune veuve, Madame Duval, tremblait légèrement, soit à cause du froid qui régnait dans la pièce malgré le feu dans la cheminée, soit par anticipation de ce qui allait suivre. « Avant de commencer, expliqua Madame de Pleine-Maison, il est important que vous sachiez, professeur, que nous ne cherchons pas à convaincre qui que ce soit. Nous sommes nous-mêmes des chercheurs de vérité. Ces séances nous ont apporté des révélations extraordinaires sur la nature de l'âme et la survivance après la mort physique. » Rivail acquiesça poliment, tout en notant dans son carnet la disposition des personnes autour de la table et les conditions d'éclairage. Son esprit cartésien cherchait déjà des explications rationnelles aux phénomènes dont on lui avait parlé. La pièce fut plongée dans une semi-obscurité lorsque Madame de Pleine-Maison fit baisser les flammes des chandeliers. Seules 3 bougies continuaient à éclairer faiblement la table, créant des reflets mouvants sur les visages des participants. Julie Baudin ferma les yeux, sa respiration devenant plus profonde. Un silence absolu s'installa dans le salon, uniquement rompu par le crépitement occasionnel du feu dans la cheminée. Rivail observait attentivement, son crayon prêt à noter la moindre manifestation. Soudain, un frisson parcourut l'assemblée. Sans que personne ne l'ait touché, la table sembla vibrer légèrement. Les flammes des bougies vacillèrent, bien qu'aucun courant d'air ne fût perceptible.
Julie commença à trembler, ses mains toujours posées à plat sur la table. Caroline, sa sœur, lui tendit un crayon et plaça devant elle une feuille de papier blanc. Les doigts de Julie se refermèrent sur le crayon d'un mouvement qui semblait à la fois naturel et étrangement mécanique. Une présence se manifeste, murmura Caroline, qui servait souvent d'interprète lors de ces séances. Elle est particulièrement forte ce soir. Rivail observait la scène avec une attention accrue. En tant qu'homme de science, il cherchait le moindre signe de supercherie, la moindre indication que tout ceci n'était qu'une habile mise en scène. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère de la pièce, dans la tension palpable qui s'était installée, le troublait profondément. Le crayon dans la main de Julie commença à bouger. D'abord de manière hésitante, puis avec une assurance croissante. Les premiers messages étaient simples, presque banals, des salutations, des mots de réconfort pour certains participants. Mais soudain, l'écriture changea. Le crayon traçait maintenant des lettres d'une élégance surannée, dans un style qui ne ressemblait en rien à celui de Julie. « Mon fils, lut Caroline d'une voix tremblante, je t'ai attendu. » Ces mots, Rivail en était certain, lui étaient directement adressés. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de scepticisme et d'émotion qu'il n'arrivait pas à définir. Comment cette jeune fille pouvait-elle connaître le lien particulier qu'il avait eu avec sa mère, décédée plusieurs années auparavant? La séance se poursuivit pendant près de 2 heures. Les messages se succédaient, certains personnels, d'autres d'une portée plus universelle. Rivail remplissait page après page de son carnet, notant non seulement les messages, mais aussi les changements d'atmosphère, les réactions des participants, les variations dans l'écriture de Julie. Lorsque Madame de Pleine-Maison ralluma les chandeliers, signalant la fin de la séance, Rivail resta un moment silencieux, perdu dans ses pensées. Ce qu'il venait de vivre défiait sa compréhension rationnelle du monde, et pourtant, il ne pouvait ni avoir été témoin de phénomènes inexplicables. « Professeur, l'interpella Madame de Pleine-Maison alors qu'il s'apprêtait à partir, j'espère que cette soirée vous a donné matière à réflexion. Nous serions honorés de vous revoir lors de nos prochaines séances. » Rivail hocha la tête, serrant précieusement son carnet de notes contre lui. En franchissant le seuil de l'hôtel particulier, il savait que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette soirée marquait le début d'une aventure spirituelle qui le transformerait en Allan Kardec, le codificateur du spiritisme. La brume s'était épaissie dans les rues de Paris, mais Rivail ne la remarquait même pas. Son esprit était déjà occupé à analyser, classifier, comprendre ce dont il avait été témoin. Une nouvelle page de sa vie venait de s'ouvrir, et avec elle, allait naître une nouvelle façon de comprendre les relations entre le monde visible et l'invisible. La lumière tamisée des bougies baignait le salon d'une lueur dorée, créant une atmosphère propice aux manifestations que tous attendaient. Une semaine s'était écoulée depuis la première visite du professeur Rivail, et cette fois-ci, il était revenu avec une série de questions méticuleusement préparées, soigneusement notées dans son carnet relié de cuir. Les rideaux de velours pourpre, tirés sur les hautes fenêtres de l'hôtel particulier, isolaient la pièce des bruits de la rue des Martyrs. Dans la cheminée, les flammes dansaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les visages des participants. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si l'invisible cherchait déjà à se manifester. Julie Baudin, assise à sa place habituelle, semblait plus pâle encore que la semaine précédente. Ses mains fines reposaient sur la table d'acajou, immobile comme celle d'une statue. Sa sœur Caroline, à ses côtés, disposait déjà les feuilles blanches et les crayons nécessaires à la transcription des messages. Monsieur Rivail, commença Madame de Pleine-Maison en s'adressant à l'Assemblée, nous a fait l'honneur de revenir parmi nous ce soir. Il a, je crois, préparé quelques questions pour nos amis de l'au-delà. Rivail inclina légèrement la tête en signe d'assentiment. Son visage gardait cette expression de concentration intense qui le caractérisait, mais ceux qui l'observaient attentivement auraient pu déceler une lueur nouvelle dans son regard. L'expérience de la semaine précédente l'avait profondément marqué, bien qu'il s'efforçât de maintenir une attitude scientifique et détachée. Le cercle s'était légèrement modifié ce soir-là. Outre les habitués, une nouvelle venue avait rejoint le groupe, Mademoiselle Laurent, une institutrice d'une trentaine d'années qui, comme Rivail, cherchait à comprendre ces phénomènes avec un esprit rationnel. Elle s'était assise à la gauche du professeur, son propre carnet posé devant elle. Les bougies vacillèrent soudainement, sans qu'aucun courant d'air ne soit perceptible. Julie ferma les yeux, sa respiration devenant plus profonde, plus régulière. Le silence s'installa, uniquement troublé par le crépitement occasionnel du feu dans la cheminée. La présence se manifeste, murmura Caroline, observant sa sœur avec attention. Elle semble différente ce soir.
plus puissante. Les doigts de Julie se mirent à trembler légèrement, puis saisirent le crayon posé devant elle. Ses mouvements, d'abord hésitants, devinrent rapidement plus assurés. L'écriture qui apparaissait sur le papier était différente de celle de la jeune fille, comme si une autre main guidait la sienne. « Bonsoir, mon fils, lut Caroline à voix haute. Je savais que tu reviendrais. » Rivail sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était la même entité qui s'était manifestée lors de la séance précédente, celle qui prétendait avoir un lien maternel spirituel avec lui. Il sortit son carnet et commença à noter ses observations avec une précision méthodique. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-il d'une voix posée, contrôlant soigneusement son émotion. Le crayon dansa sur le papier, traçant des lignes élégantes. « Je suis celle qui t'a guidé à travers de nombreuses existences. Dans cette vie, tu me connais sous le nom de Marianne, mais notre lien transcende les noms et les époques. » Mademoiselle Laurent laissa échapper une exclamation étouffée. Les messages étaient d'une clarté et d'une profondeur inhabituelles, même pour ceux qui étaient habitués à ces séances. Rivail poursuivit son questionnement. « Pouvez-vous me donner une preuve de votre identité ? Quelque chose que seule ma mère pourrait savoir ?» Le crayon s'arrêta un instant, puis reprit sa course sur le papier. « Caroline lut, te souviens-tu de ce soir d'orage à Lyon, quand tu avais 7 ans ? Tu t'étais caché dans le grenier avec un livre de Comenius, et je t'ai retrouvé endormi sur les vieilles malles. C'était le début de ta passion pour l'éducation. » Le visage de Rivail pâlit légèrement. Cet épisode, il ne l'avait jamais raconté à personne. C'était un souvenir précieux qu'il gardait en lui, comme un trésor intime. La température de la pièce sembla baisser de plusieurs degrés. Les flammes des bougies dansaient plus vivement maintenant, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés. Julie continuait d'écrire, son visage serein contrastant avec l'agitation qui régnait autour d'elle. « Tu dois comprendre, poursuivit le message, que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Une mission t'attend, une mission pour laquelle tu as été préparé à travers plusieurs existences. » Madame de Pleine-Maison échangea un regard significatif avec le comte de Rochemont, qui était revenu ce soir-là. Jamais il n'avait assisté à des communications aussi précises et cohérentes. Rivail sortit de sa poche une liste de questions qu'il avait préparées. Elle touchait à des sujets philosophiques complexes, la nature de l'âme, la réincarnation, les lois morales qui régissent l'univers. À sa grande surprise, les réponses venaient avec une clarté et une profondeur qui dépassaient largement les capacités intellectuelles de la jeune médium. L'univers est régi par des lois, écrivait Julie sous l'influence de l'esprit, non seulement physique, mais aussi morale et spirituelle. La science que tu connais n'est qu'une partie de la vérité. Il existe un monde invisible, aussi réel que le monde visible, et ces deux mondes sont en constante interaction. Mademoiselle Laurent prenait des notes frénétiques, fascinée par la cohérence philosophique des messages. Le comte de Rochemont, malgré son scepticisme initial, écoutait avec une attention croissante. Soudain, Julie s'arrêta d'écrire et commença à trembler plus violemment. Sa sœur Caroline posa une main apaisante sur son épaule, mais le phénomène s'intensifia. Les bougies vacillèrent dangereusement, et un souffle froid parcourut la pièce. Une autre présence tente de se manifester, annonça Caroline d'une voix tendue. L'écriture changea brusquement, devenant plus saccadée, plus urgente, le temps presse. Les forces spirituelles s'alignent. Une nouvelle ère s'annonce, et tu en seras l'architecte, mon fils. Tu devras rassembler ces enseignements, les organiser, les présenter au monde. Ce sera ton œuvre. Rivail observait ce changement avec un mélange de fascination et d'appréhension. Son esprit rationnel cherchait toujours des explications logiques, mais les preuves s'accumulaient d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. « Comment puis-je être sûr, demanda-t-il, que ces messages sont authentiques? Que ce n'est pas simplement le produit de l'imagination ou de l'inconscient? » La réponse vint immédiatement, la vérité se reconnaît à ses fruits. Observe, analyse, compare. Use de ta raison, comme tu l'as toujours fait. Les réponses viendront d'elles-mêmes. La séance se poursuivit pendant encore 1 heure, pendant laquelle les messages s'enchaînèrent avec une cohérence remarquable. Des concepts philosophiques complexes étaient expliqués avec une clarté surprenante, des questions existentielles recevaient des réponses profondes et réfléchies. Lorsque Julie montra enfin des signes de fatigue, Madame de Pleine-Maison décida de mettre fin à la séance. Les bougies furent rallumées, les rideaux ouverts. La réalité quotidienne reprenait ses droits, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la pièce. Rivail rassembla ses notes, son esprit bouillonnant de questions et de réflexions. Mademoiselle Laurent s'approcha de lui alors qu'il se préparait à partir.
Professeur, dit-elle doucement, que pensez-vous de tout ceci? Il la regarda un moment avant de répondre. Je pense, mademoiselle, que nous sommes peut-être à l'aube d'une découverte importante. Mais il nous faut procéder avec méthode et rigueur. Ces phénomènes méritent une étude approfondie. En quittant l'hôtel particulier cette nuit-là, Rivail savait qu'il ne pourrait plus ignorer ce qu'il avait vu et entendu. Les messages de Marianne résonnaient dans son esprit, particulièrement cette mention d'une mission à accomplir. La nuit était claire maintenant, les étoiles brillaient au-dessus de Paris. En marchant dans les rues désertes, Rivail réfléchissait déjà à la manière dont il pourrait approcher scientifiquement l'étude de ces phénomènes. Il ne le savait pas encore, mais ce soir-là marquait le début d'une transformation profonde, non seulement pour lui, mais pour la compréhension même du monde spirituel. Dans sa poche, son carnet de notes contenait les premières ébauches de ce qui deviendrait plus tard, le livre des esprits, l'œuvre fondamentale du spiritisme. Mais pour l'instant, il n'était encore que le professeur Rivail, un homme de science confronté à des phénomènes qui défiaient sa compréhension rationnelle du monde. Le salon de Madame de Pleine-Maison semblait se rétrécir ce soir-là, comme si le monde extérieur cessait progressivement d'exister. Les semaines d'hiver avaient passé depuis la première visite de Rivail, et les séances étaient devenues de plus en plus intenses. Ce soir en particulier, l'atmosphère était différente, plus dense, plus chargée de cette électricité invisible qui précède les grandes révélations. Les flammes des bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant des formes fantasmagoriques qui semblaient animées d'une vie propre. La neige tombait doucement dehors, étouffant les bruits de Paris, isolant encore davantage le petit groupe réuni autour de la table d'acajou. Julie Baudin était assise à sa place habituelle, mais ce soir, elle paraissait différente. Son visage habituellement pâle était animé d'une légère rougeur, et ses yeux, avant même le début de la séance, semblaient déjà regarder au-delà du monde visible. Sa sœur Caroline, toujours attentive, avait remarqué ce changement et l'observait avec une inquiétude à peine dissimulée. « Quelque chose est différent ce soir, » murmura mademoiselle Laurent à l'oreille de Rivail. « Le sentez-vous aussi, professeur ?» Rivail hocha silencieusement la tête. Après des semaines d'observation et d'études méticuleuses, il avait appris à reconnaître les signes subtils qui annonçaient les communications les plus significatives. Son carnet, déjà rempli de centaines de notes et d'observations, était ouvert devant lui, prêt à accueillir de nouvelles révélations. Madame de Pleine-Maison prit place à la table, suivie du comte de Rochemont, qui avait abandonné son scepticisme initial pour une curiosité sincère. Le cercle s'était resserré au fil des semaines, ne comprenant plus que les membres les plus engagés dans cette quête de vérité spirituelle. « Mes amis, commença Madame de Pleine-Maison, je sens que cette soirée sera particulière. Les esprits semblent plus présents que jamais. » À peine avait-elle prononcé ces mots que les bougies vacillèrent violemment, comme soufflées par un vent inexistant. Julie ferma les yeux et ses mains se crispèrent sur la table. Sa respiration devint plus profonde, plus régulière, marquant le début de sa transe médiumnique. L'entité qui se manifestait à travers Julie ne perdit pas de temps en préliminaire. Le crayon se mit à courir sur le papier avec une rapidité surprenante, traçant des lettres d'une élégance surannée que tous avaient appris à reconnaître comme la signature de Marianne. Le moment est venu, lut Caroline d'une voix tremblante d'émotion. Ce soir, mon fils, tu dois comprendre pleinement ta mission. Rivail se pencha en avant, son attention totalement focalisée sur les messages qui se succédaient. Les révélations qui suivirent dépassèrent tout ce qu'ils avaient reçu jusqu'alors. Tu as été choisi, continuait l'esprit, non pas par hasard, mais par une longue préparation à travers plusieurs existences. Ton esprit critique, ta formation scientifique, ton dévouement à l'éducation, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. Le crayon s'arrêta un instant, comme pour laisser le temps à ces paroles de pénétrer les consciences, puis reprit avec plus de vigueur encore. Le monde est prêt pour une nouvelle compréhension du spirituel. Non plus basée sur la foi aveugle ou le mysticisme, mais sur l'observation, la raison et la méthode scientifique. Tu seras celui qui jettera ce pont entre la science et la spiritualité. Mademoiselle Laurent laissa échapper une exclamation étouffée. Le comte de Rochemont, habituellement si composé, s'était redressé sur sa chaise, captivé par la profondeur des messages. Marianne poursuivit, révélant à travers Julie des détails précis sur la vie antérieure de Rivail, des événements que personne dans la pièce ne pouvait connaître. Elle parla d'une existence en tant que druide dans l'ancienne Gaule, où il portait le nom d'Allan Kardec, un nom qui allait bientôt prendre une signification toute particulière. Ce nom, écrivit l'esprit, tu devras le reprendre. Il marquera le début de ta nouvelle mission. Sous ce nom,
tu compileras les enseignements que nous te transmettons, tu les organiseras, tu les rendras accessibles à tous. La température de la pièce semblait avoir baissé de plusieurs degrés. Les participants frissonnaient, mais personne n'osait bouger, de peur de rompre la communication extraordinaire qui se déroulait sous leurs yeux. Rivail, malgré son habituelle réserve, sentait son cœur battre plus fort. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, donnant un sens à toutes ces semaines d'investigation et d'études. Ta mission, poursuivit Marianne, ne sera pas facile. Tu rencontreras des obstacles, des oppositions, des doutes. Mais tu ne seras jamais seul. Nous, les esprits supérieurs, te guideront et te soutiendront dans cette tâche. Le message fut interrompu par un phénomène inattendu, la table se mit à vibrer violemment, et un souffle glacé parcourut la pièce. Julie, toujours en transe, semblait maintenant irradier une lumière subtile que tous pouvaient percevoir. D'autres esprits se joignent à nous, annonça Caroline, sa voix à peine audible. Il confirme le message de Marianne. En effet, l'écriture changea plusieurs fois, chaque esprit apportant sa contribution, sa confirmation du rôle crucial que Rivail était appelé à jouer. Les messages se succédaient, parlant de la nécessité d'une nouvelle doctrine spirituelle, basée sur la raison et l'observation, qui réconcilierait enfin la science et la foi. Pendant près de 2 heures, les révélations continuèrent, détaillant les principes fondamentaux de ce qui allait devenir le spiritisme, la survivance de l'âme, la communication entre les mondes visibles et invisibles, la réincarnation, la progression des esprits à travers les existences successives. Rivail notait fébrilement, son esprit cartésien luttant pour organiser et classifier cette masse d'informations. Les questions qu'il posait recevaient des réponses d'une clarté et d'une profondeur remarquables, dépassant largement les capacités intellectuelles de la jeune médium. Vers la fin de la séance, Marianne reprit la communication, ce que tu entreprends changera la compréhension que l'humanité a de sa propre nature. Ce ne sera pas une nouvelle religion, mais une science de l'âme, une philosophie qui éclairera le chemin de l'évolution spirituelle. Puis, dans un dernier message qui fit frissonner tous les participants, elle ajouta, « Souviens-toi, mon fils, la vérité est comme la lumière. Elle ne peut être contenue longtemps. Le moment est venu de la laisser briller. » Lorsque Julie sortit enfin de sa transe, elle semblait épuisée mais sereine. Les autres participants restèrent un moment silencieux, assimilant l'importance de ce qui venait de se passer. Madame de Pleine-Maison fut la première à rompre le silence. « Professeur, je crois que nous venons d'assister à quelque chose d'historique. » Rivail acquiesça lentement, son regard parcourant les pages de notes qu'il venait de prendre. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette soirée. Le choix qui s'offrait à lui était clair, continuer sa vie d'éducateur respecté ou embrasser cette mission qui risquait de le marginaliser aux yeux de ses pairs. La tâche sera immense, dit-il finalement, mais si ces messages sont véridiques, nous avons le devoir de les étudier et de les transmettre. En quittant l'hôtel particulier cette nuit-là, Rivail sentait le poids de sa future mission. Les flocons de neige tombaient toujours doucement sur Paris, transformant la ville en un paysage féerique qui semblait refléter la nature extraordinaire des événements de la soirée. Dans son bureau, tard cette nuit-là, il commença à organiser ses notes, jetant les bases de ce qui deviendrait le livre des esprits. Le nom d'Allan Kardec résonnait dans son esprit, comme un écho de ce passé lointain qui venait de rattraper son présent. La transformation de Hippolyte Léon Denisard Rivail en Allan Kardec avait commencé, et avec elle, une nouvelle page de l'histoire spirituelle de l'humanité s'ouvrait. Le petit salon de Madame de Pleine-Maison avait été le théâtre d'une révélation qui allait bientôt se répandre bien au-delà des frontières de la France, touchant des millions d'âmes à travers le monde. Les jours qui suivirent cette séance mémorable trouvèrent le professeur Rivail enfermé dans son bureau, une pièce austère mais confortable située au premier étage de sa demeure parisienne. Les rayons du soleil d'hiver filtraient à travers les hautes fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air, tandis qu'il passait des heures à analyser méticuleusement ses notes. Son bureau, habituellement si ordonné, était maintenant recouvert de papiers, de carnets ouverts et de livres de référence. Les messages reçus lors des séances chez Madame de Pleine-Maison s'empilaient en petites montagnes de papier, chacun portant ses annotations minutieuses dans les marges. Amélie Boudet, son épouse depuis plus de 20 ans, l'observait avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Elle n'avait jamais vu son mari aussi absorbé par un sujet. Même lors de la rédaction de ses ouvrages pédagogiques les plus complexes, il n'avait jamais montré une telle intensité. « Hippolyte, dit-elle doucement en entrant dans le bureau avec une tasse de thé fumant, il est presque midi, et tu n'as rien mangé depuis hier soir. » Rivail leva les yeux de ses notes, comme surpris par cette interruption du monde extérieur.
ses yeux étaient rougis par le manque de sommeil, mais brillaient d'une lueur nouvelle qu'Amélie ne lui connaissait pas. « Ma chère, répondit-il en acceptant la tasse avec gratitude, je ne t'ai jamais vu aussi absorbé par un sujet. Ces phénomènes, ils défient tout ce que nous croyions savoir sur la nature de l'existence. » Amélie s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, celui qu'elle occupait souvent lorsqu'ils discutaient de ses travaux. « Raconte-moi, encouragea T.R. Que as-tu découvert ? » Rivail se leva de son bureau et commença à faire les 100 pas, comme il le faisait souvent lorsqu'il réfléchissait intensément. Ces communications, elles présentent une cohérence remarquable. Malgré la diversité des médiums, malgré les différentes séances, les messages s'accordent sur des points fondamentaux concernant l'âme, la vie après la mort, la réincarnation. Il fut interrompu par un coup frappé à la porte. C'était leur domestique, annonçant l'arrivée du docteur Lambert, un ancien collègue de Rivail à la Société des Sciences. Le professeur hésita un instant, mais Amélie l'encouragea d'un regard à recevoir son visiteur. Le docteur Lambert était un homme d'une 50aine d'années, aux traits sévères et au regard perçant. Il représentait l'establishment scientifique que Rivail avait toujours respecté et auquel il avait appartenu pendant tant d'années. « Mon cher Rivail, commença Lambert sans préambule après les salutations d'usage, des rumeurs circulent à votre sujet. On dit que vous vous intéressez aux manifestations spirites. » Il y avait dans sa voix un mélange de condescendance et d'inquiétude qui n'échappa pas à Rivail. Amélie, sentant la tension, s'excusa discrètement et quitta la pièce. « En effet, mon ami, répondit Rivail calmement. J'étudie ces phénomènes avec la même rigueur scientifique que j'ai toujours appliquée dans mes recherches pédagogiques. » Lambert s'approcha du bureau, jetant un coup d'œil aux notes éparpillées. « Mais enfin, Rivail, vous ne pouvez pas sérieusement croire à ces superstitions. Vous, un homme de science. » Rivail resta silencieux un moment, rassemblant ses pensées. Puis il sortit d'un tiroir un épais dossier contenant ses observations les plus détaillées. « Docteur Lambert, connaissez-vous la jeune Julie Baudin » demanda-t-il. « Cette médium dont tout Paris parle ? » « Non, je ne la connais pas personnellement. C'est une jeune fille de 18 ans, avec une éducation basique. Pourtant, en état de transe, elle est capable de discourir sur des sujets philosophiques complexes, de répondre à des questions en latin, et même de révéler des informations historiques vérifiables qu'elle ne peut pas connaître. » Lambert haussa les épaules. Ventriloquie, tour de passe-passe, suggestion. Il existe 1000 explications rationnelles à ces prétendus phénomènes. J'ai pensé comme vous, répondit Rivail patiemment. J'ai cherché toutes les explications possibles. J'ai testé, vérifié, croisé les informations. Mais les preuves s'accumulent, mon ami. Il sortit de ses notes plusieurs transcriptions de séances. Regardez ces communications. Elles proviennent de différents médiums, dans différentes villes, qui ne se connaissent pas. Pourtant, elles présentent une cohérence remarquable dans leur description du monde spirituel. Lambert parcourut les documents, son front se plissant de plus en plus. Mais enfin, Rivail, votre réputation. Votre carrière. Vous risquez de tout perdre. La vérité doit prévaloir sur les convenances sociales, répondit Rivail avec fermeté. Si ces phénomènes sont réels, et mes recherches tendent à le prouver, ils méritent une étude sérieuse et méthodique. Le docteur secoua la tête tristement. Je crains que vous ne fassiez fausse route, mon ami. La communauté scientifique ne vous suivra pas sur ce terrain. Peut-être, admit Rivail, mais je ne peux ignorer les preuves qui s'accumulent sous mes yeux. Ces communications ouvrent des perspectives fascinantes sur la nature de l'âme et la survivance après la mort. Lambert se leva, visiblement mal à l'aise. Je suis venu en ami, Rivail. Abandonnez ces recherches avant qu'il ne soit trop tard. Revenez à vos travaux pédagogiques. Vous avez une réputation à préserver. Après le départ du docteur, Amélie retrouva son mari plongé dans ses pensées. Il n'a pas compris, dit-elle doucement. Non, répondit Rivail, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne. Pas encore. Ces vérités demandent du temps pour être acceptées. Il retourna à son bureau et reprit son travail d'analyse. Les messages de Marianne résonnaient encore dans son esprit, tu rencontreras des obstacles, des oppositions, des doutes. Mais tu ne seras jamais seul. Les jours suivants furent consacrés à un travail acharné. Rivail développa une méthode rigoureuse pour analyser les communications spirites. Il comparait les messages reçus par différents médiums, vérifiait les informations historiques, cherchait les contradictions éventuelles. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau,
Amélie vint le rejoindre avec une annonce surprenante. « Hippolyte, le docteur Lambert est revenu. Il demande à te parler. » Lambert entra, l'air troublé. « Rivaille, je dois vous avouer quelque chose. Après notre conversation, j'ai assisté à une séance chez Madame de Pleine-Maison. » Rivaille se redressa, intéressé. « Et qu'en avez-vous pensé ? » Je ne sais plus que penser, admit Lambert. J'ai vu des choses que je ne peux expliquer. Des manifestations qui défient toute logique scientifique. Asseyez-vous, mon ami, dit Rivaille en souriant. Nous avons beaucoup à discuter. Pendant les heures qui suivirent, les deux hommes échangèrent leurs observations et leurs réflexions. Lambert, malgré ses réticences initiales, commençait à comprendre la portée des recherches de Rivaille. Si ces phénomènes sont réels, dit-il finalement, ils pourraient révolutionner notre compréhension de la nature humaine. C'est exactement ce que je pense, répondit Rivaille. Mais nous devons procéder avec méthode et rigueur. Ces vérités doivent être établies sur des bases solides. Le lendemain matin, Rivaille reprit son travail avec une énergie renouvelée. La visite de Lambert, loin de le décourager, l'avait conforté dans sa démarche. Même les esprits les plus sceptiques pouvaient être touchés par l'évidence des faits. Dans son carnet, il nota, la vérité finit toujours par s'imposer à ceux qui la cherchent sincèrement. Notre devoir est de l'étudier avec rigueur et de la présenter avec clarté. Les semaines passèrent, et le travail de Rivaille prenait forme. Ce qui avait commencé comme une simple investigation se transformait peu à peu en une doctrine cohérente, basée sur l'observation et l'analyse rationnelle des phénomènes spirites. Amélie, qui avait d'abord observé ces changements avec inquiétude, devenait maintenant sa plus précieuse collaboratrice. Elle l'aidait à organiser ses notes, à relire ses analyses, et parfois même à assister aux séances. « Ce travail est important, lui dit-elle un soir. Je le sens. Tu as été choisi pour cette mission, Hippolyte. » Rivaille sourit, touché par le soutien de sa femme. « Oui, mais ce n'est que le début. Il reste tant à découvrir, tant à comprendre. » Dans son bureau, les piles de notes s'organisaient peu à peu en chapitres, en théories cohérentes. Le futur « livre des esprits » prenait forme, jour après jour, observation après observation. Le soleil se couchait sur Paris, baignant le bureau de Rivaille d'une lumière dorée. Il se tenait devant sa fenêtre, contemplant la ville qui s'endormait. Dans quelques heures, il retournerait chez Madame de Pleine-Maison pour une nouvelle séance, de nouvelles révélations, de nouvelles questions à explorer. Les doutes n'avaient pas complètement disparu, mais ils s'étaient transformés en une force motrice qui le poussait à chercher toujours plus de preuves, toujours plus de compréhension. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était long et semé d'obstacles, mais il était prêt à le parcourir, guidé par cette quête de vérité qui avait toujours été le moteur de sa vie. Une séance privée, dans l'intimité d'un salon faiblement éclairé par des chandelles vacillantes. Le crépitement du feu dans la cheminée était le seul bruit qui troublait le silence pesant de la pièce. Rivaille avait choisi avec soin ce soir-là pour une séance particulière, plus intime, plus intense peut-être que toutes les précédentes. Il avait délibérément réduit le cercle des participants, ne conviant que Julie et Caroline Baudin, ces deux jeunes médiums dont les dons extraordinaires l'avaient tant impressionné lors de leur première rencontre. Le professeur avait passé des semaines entières à préparer cette séance, remplissant des carnets entiers de questions méticuleusement formulées. Chaque interrogation était le fruit d'une réflexion approfondie, touchant aux domaines les plus complexes de la philosophie, de la science et de la morale. Son esprit cartésien exigeait des réponses précises, cohérentes, capables de résister à l'analyse la plus rigoureuse. « Mesdemoiselles, commença-t-il d'une voix posée, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation particulière. Ce soir, je souhaite approfondir certains aspects des messages que nous avons reçus jusqu'à présent. » Julie, la plus jeune des sœurs, s'installa confortablement dans un fauteuil de velours rouge, son cahier posé sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une anticipation presque palpable. Caroline, quant à elle, prit place à ses côtés, son rôle d'interprète étant devenu indispensable lors de ces séances. L'atmosphère dans le salon semblait se densifier à mesure que les minutes s'écoulaient. Les ombres projetées par les chandelles dansaient sur les murs tapissés, créant des formes mouvantes qui semblaient avoir leur propre vie. Rivaille sortit son carnet de notes, relié en cuir noir, et l'ouvrit à la première page de ses questions. « Je souhaiterais, poursuivit-il, que nous commencions par explorer la nature même de ces communications. Comment pouvons-nous être certains de leur authenticité ?» À peine ces mots furent-ils prononcés que Julie ferma les yeux.
Ses doigts se crispèrent légèrement sur le crayon qu'elle tenait, et presque immédiatement, sa main commença à bouger d'une manière qui ne lui appartenait plus. L'écriture qui apparaissait sur le papier était différente de la sienne, plus assurée, plus élégante, presque archaïque dans sa formation. La certitude, transcrivit Caroline en lisant les mots qui se formaient sous la main de sa sœur, ne vient pas de la foi aveugle, mais de l'observation rigoureuse et de l'analyse rationnelle des faits. Les esprits qui se communiquent à vous ne demandent pas une confiance absolue, mais un examen critique et méthodique de leur message. Rivail nota soigneusement cette réponse, appréciant sa profondeur philosophique qui dépassait largement les capacités intellectuelles des deux jeunes filles. Il poursuivit avec une question plus complexe encore, quelle est la relation entre la science et la spiritualité? Peuvent-elles coexister sans se contredire? La réponse vint plus rapidement cette fois, la main de Julie traçant les lettres avec une assurance surprenante. La science et la spiritualité sont comme les deux faces d'une même pièce. La science observe et analyse le monde matériel, tandis que la spiritualité explore les dimensions invisibles de l'existence. Loin de s'opposer, elles se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le spiritisme, dans son essence, est une tentative de réconcilier ces deux aspects de la connaissance humaine. Au fil des heures, les questions de Rivail devenaient de plus en plus pointues, touchant à des sujets aussi variés que la réincarnation, la nature de l'âme, les lois morales universelles, et la progression spirituelle à travers les différentes vies. Chaque réponse était plus élaborée que la précédente, formant un corpus cohérent de connaissances qui dépassait largement le cadre des simples croyances populaires. Un moment particulièrement intense survint lorsque Rivail aborda la question de la souffrance humaine, pourquoi l'existence est-elle marquée par tant de douleurs et d'épreuves? Julie, toujours en transe, sembla frissonner légèrement avant que sa main ne commence à écrire. La souffrance n'est pas une punition divine, mais un outil d'évolution. Chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage, chaque difficulté un moyen de fortifier l'âme. Les vies successives permettent à l'esprit de progresser, d'expérimenter différentes situations, de comprendre les conséquences de ses actes et de développer des qualités morales toujours plus élevées. Caroline, qui traduisait fidèlement les messages, ne put s'empêcher de remarquer la profondeur philosophique de ses réponses. Elle échangea un regard significatif avec Rivail, qui continuait à prendre des notes avec une attention soutenue. Le professeur enchaîna avec une question qui le préoccupait particulièrement, comment expliquer la diversité des conditions humaines? Pourquoi certains naissent-ils dans l'opulence tandis que d'autres connaissent la misère? La réponse qui suivit fut particulièrement détaillée, les conditions de chaque existence sont choisies ou acceptées par l'esprit avant son incarnation, en fonction des leçons qu'il doit apprendre et des épreuves qu'il doit surmonter. La richesse matérielle n'est pas un privilège, mais une responsabilité qui peut devenir un fardeau si elle n'est pas utilisée avec sagesse. La pauvreté, quant à elle, peut être une occasion de développer la persévérance, l'humilité et la compassion. Alors que la nuit avançait, les bougies commençaient à se consumer, créant des ombres de plus en plus prononcées dans le salon. L'atmosphère était devenue presque électrique, chargée d'une énergie subtile mais perceptible. Rivail sentait qu'il approchait d'un moment crucial dans sa quête de compréhension. Quelle doit être la nature du spiritisme, demanda-t-il enfin, posant la question qui lui tenait le plus à cœur. Comment doit-il se positionner face aux religions établies et aux sciences traditionnelles? La réponse qui vint alors fut la plus longue et la plus élaborée de la soirée, le spiritisme ne doit pas être une nouvelle religion dans le sens traditionnel du terme. Il ne doit pas créer de dogmes, de rituels ou de hiérarchie ecclésiastique. Sa vocation est d'être une science morale, un pont entre le matériel et le spirituel, entre la raison et la foi. Il doit s'appuyer sur l'observation rigoureuse des faits, sur l'analyse méthodique des communications spirituelles, et sur la compréhension rationnelle des lois qui régissent le monde visible et invisible. Julie continue à décrire, sa main guidée par une force invisible. Le spiritisme doit apporter la consolation à ceux qui souffrent, l'espoir à ceux qui doutent, et la compréhension à ceux qui cherchent. Il doit démontrer que la mort n'est qu'une transition, que l'existence continue au-delà du monde physique, et que chaque âme a la possibilité de progresser indéfiniment vers la perfection. Rivail était profondément ému par la cohérence et la profondeur de ses messages. Il observait avec attention les deux jeunes médiums, conscient que leur niveau d'éducation ne pouvait expliquer la sophistication des réponses qu'ils recevaient. Caroline, qui avait fidèlement retranscrit chaque message, semblait elle aussi impressionnée par la portée philosophique des communications. La séance touchait à sa fin lorsqu'un dernier message, particulièrement personnel, fut transmis. Tu dois comprendre, Rivail, que ta mission n'est pas simplement de collecter ces informations, mais de les organiser, de les clarifier et de les transmettre au monde. Le spiritisme doit être présenté de manière méthodique, rationnelle, accessible à tous les esprits sincères qui cherchent la vérité.
Lorsque Julie ouvrit enfin les yeux, épuisée mais sereine, le salon était plongé dans une semi-obscurité. Les dernières bougies jetaient leurs ultimes lueurs sur les visages des participants. Rivail contemplait ses notes, conscient qu'il venait de vivre une expérience décisive dans sa quête spirituelle. Cette séance privée avait non seulement confirmé ses intuitions, mais elle avait aussi fourni un cadre conceptuel solide pour ce qui allait devenir le spiritisme moderne. Les réponses reçues dépassaient largement le cadre des simples phénomènes médiumniques pour toucher aux questions fondamentales de l'existence humaine. En rangeant ses notes ce soir-là, Rivail savait qu'il ne pourrait plus faire marche arrière. Les vérités qui lui avaient été révélées exigeaient d'être partagées avec le monde, même si cela devait lui coûter sa réputation d'éducateur respecté. Le spiritisme prenait forme, non pas comme une simple collection de phénomènes inexplicables, mais comme une véritable science de l'âme, fondée sur l'observation, la raison et la morale. Les sœurs Baudin prirent congé, laissant Rivail seul avec ses pensées dans le salon maintenant silencieux. Il resta encore un moment, méditant sur les implications profondes de ce qui venait de se passer. Le monde spirituel s'était ouvert à lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer quelques mois auparavant, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Dans la bibliothèque de Rivail, où la lueur tamisée d'une lampe à huile projette des ombres dansantes sur les étagères chargées de livres. L'hiver parisien s'était installé, enveloppant la ville dans son manteau de froid et de brume. Dans sa bibliothèque personnelle, le professeur Hippolyte Léon Denisard Rivail était assis à son bureau en acajou, contemplant la masse imposante de documents qui s'étaient accumulés au fil des mois. Des centaines de pages de notes, de communications spirituelles et de réflexions personnelles s'étalaient devant lui, témoignant de son immersion totale dans ce qui était devenu bien plus qu'une simple étude. La pendule sur le manteau de la cheminée égrenait lentement les secondes, son tic-tac régulier ponctuant le silence de la pièce. Rivail passa une main lasse sur son visage, conscient qu'il se trouvait à un carrefour crucial de son existence. À 53 ans, sa réputation d'éducateur progressiste et respecté était solidement établie. Ses manuels pédagogiques étaient utilisés dans de nombreuses institutions, et son nom était synonyme de rigueur intellectuelle et de rationalité. « Mon ami, dit doucement Amélie Boudet en entrant dans la pièce avec une tasse de thé fumant, il est près de minuit. Tu devrais te reposer. » Rivail leva les yeux vers sa femme, remarquant l'inquiétude qui voilait son regard. Amélie avait été témoin de sa transformation progressive au cours des derniers mois, observant comment son mari, d'abord sceptique face aux phénomènes spirituels, s'était peu à peu laissé absorber par cette étude fascinante. « Comment puis-je me reposer, ma chère Amélie ?» répondit-il en prenant la tasse qu'elle lui tendait, quand tant de questions cruciales restent en suspens. Ce que nous avons découvert pourrait transformer notre compréhension de l'existence elle-même. Il se leva et commença à arpenter la pièce, ses pas étouffés par l'épais tapis persan. Les rayonnages de sa bibliothèque, chargés d'ouvrages scientifiques et philosophiques, semblaient l'observer en silence, comme autant de témoins muets de son dilemme intérieur. « Regarde, dit-il en s'arrêtant devant une pile de documents, ces communications reçues à travers Julie et Caroline Baudin. Leur profondeur philosophique, leur cohérence interne, leur portée morale. Comment expliquer que deux jeunes filles sans formation approfondie puissent produire des textes d'une telle envergure ? » Amélie s'approcha du bureau et parcourut quelques-unes des pages. Elle avait elle-même assisté à plusieurs séances et, bien que naturellement prudente, elle ne pouvait nier l'extraordinaire nature des phénomènes dont elle avait été témoin. « Et ce n'est pas tout, poursuivit Rivail avec animation. Les messages reçus à travers d'autres médiums, dans différents endroits, sans communication possible entre eux, présentent une cohérence remarquable. Les réponses aux questions les plus complexes forment un système philosophique complet, une doctrine qui pourrait réconcilier la science et la spiritualité. » Un coup frappé à la porte interrompit ses réflexions. C'était l'heure domestique, annonçant l'arrivée du docteur Lambert, malgré l'heure tardive. Rivail ne fut pas surpris, son ami et collègue avait pris l'habitude de ces visites nocturnes, poussés par leur passion commune pour la recherche de la vérité. « Mon cher Rivail, lança Lambert en entrant, secouant la neige de son manteau, j'espère ne pas vous déranger à une heure aussi indue. Mais j'ai réfléchi à notre discussion d'hier, et je devais absolument partager mes réflexions avec vous. » Le docteur Lambert, homme de science respecté, avait d'abord été le plus féroce opposant aux recherches de Rivail sur les phénomènes spirituels. Sa conversion progressive, fruit d'observations rigoureuses et d'expériences personnelles, n'en était que plus significative. « Vous ne me dérangez nullement, mon ami, répondit Rivail en lui désignant un fauteuil près de la cheminée. En fait, vous tombez à point nommé. Je suis justement en train de réfléchir à la décision qui s'impose à moi. » Amélie servit une nouvelle tasse de thé aux visiteurs avant de s'éclipser discrètement, laissant les deux hommes à leur discussion.
Lambert sortit de sa serviette plusieurs feuillets couverts de notes. J'ai analysé en détail les dernières communications que vous m'avez transmises, commença-t-il. D'un point de vue purement scientifique, nous ne pouvons plus ignorer la cohérence et la profondeur de ces messages. Mais avez-vous pleinement mesuré les implications d'une publication de ces travaux? Rivail se rassit à son bureau, son regard se posant sur un message particulier reçu quelques jours plus tôt. Les mots semblaient danser sur le papier, le temps est venu de révéler ces vérités au monde. Tu as été choisi pour cette mission. Je suis parfaitement conscient des risques, répondit-il après un moment de réflexion. Ma réputation professionnelle, ma position dans le monde académique, tout cela pourrait être compromis. Et pourtant. Il s'interrompit, cherchant les mots justes pour exprimer ce qui le tourmentait depuis des semaines. Lambert attendit patiemment, comprenant le poids de ce moment. Et pourtant, reprit Rivail, comment pourrais-je garder pour moi des révélations d'une telle importance? Si ces communications sont authentiques et toutes nos observations tendent à le confirmer, elles apportent des réponses aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Il se leva à nouveau, s'approchant de la fenêtre. Les flocons de neige tourbillonnaient dans la nuit parisienne, créant un spectacle hypnotique. Pensée Y, Lambert. Une conception de l'existence qui réconcilie la raison et la spiritualité. Une explication rationnelle de la survivance de l'âme après la mort. Une compréhension nouvelle de la justice divine à travers la réincarnation. Ce ne sont pas de simples spéculations métaphysiques, mais des vérités qui peuvent être observées, étudiées, vérifiées. Lambert hocha lentement la tête. Je comprends votre position, mon ami. Mais avez-vous pensé à la façon dont ces révélations devraient être présentées? Le monde n'est peut-être pas prêt à accepter une telle révolution dans sa conception de l'existence. Rivail retourna à son bureau et sortit d'un tiroir un manuscrit en cours d'élaboration. J'y ai longuement réfléchi. Ces vérités doivent être présentées de manière méthodique, rationnelle, accessible à tous les esprits sincères qui cherchent la vérité. Pas comme un nouveau dogme religieux, mais comme une science spirituelle basée sur l'observation et l'analyse. Soudain, un phénomène étrange se produisit. La flamme de la lampe vacilla sans qu'aucun courant d'air ne soit perceptible, et les deux hommes ressentirent une présence indéfinissable dans la pièce. Rivail reconnut immédiatement cette sensation, c'était la même qu'il éprouvait lors des communications avec Marianne, son guide spirituel. Comme en réponse à ses pensées, un message se forma dans son esprit avec une clarté cristalline, le nom que tu porteras sera Allan Kardec, celui que tu avais dans une vie antérieure, quand tu étais druide. Lambert, qui avait lui aussi perçu quelque chose d'inhabituel, regardait son ami avec intensité. Que se passe-t-il, Rivail? Je viens de recevoir la confirmation que j'attendais, répondit-il avec une tranquillité nouvelle dans la voix. Mon ami, ma décision est prise. Je vais publier ces travaux, mais pas sous mon nom actuel. Je signerai ces ouvrages du nom d'Allan Kardec. Allan Kardec, répéta Lambert, surpris. D'où vient ce nom? D'une vie antérieure, apparemment, répondit Rivail avec un léger sourire. Cela peut sembler étrange, mais ce changement d'identité symbolise parfaitement la transformation qui s'opère. Le professeur Rivail continuera son œuvre éducative, mais Allan Kardec se consacrera à la codification et à la diffusion de cette nouvelle science spirituelle. Lambert observa son ami pendant un long moment. Il voyait en lui une détermination nouvelle, comme si le poids du doute s'était soudainement évaporé. Je suppose que je ne peux pas vous faire changer d'avis, dit-il finalement. Non, mon ami. Ma voie est tracée désormais. Les risques sont réels, certes, mais l'importance de cette mission les dépasse largement. Le monde a besoin de ces vérités, même s'il n'est pas encore prêt à les accepter pleinement. Rivail ou plutôt Kardec, car c'est ainsi qu'il commençait déjà à se percevoir, se rassit à son bureau et reprit sa plume. L'aube approchait, mais il se sentait empli d'une énergie nouvelle. Il y aura des oppositions, des critiques, des moqueries peut-être, poursuivit-il. Mais je suis prêt à les affronter. Cette doctrine ne m'appartient pas, je ne suis que l'instrument choisi pour la transmettre. Et je le ferai avec toute la rigueur scientifique et l'honnêteté intellectuelle qui ont guidé ma vie jusqu'ici. Lambert se leva, comprenant que son ami avait besoin de solitude pour commencer son travail. Je serai à vos côtés dans cette entreprise, mon ami, dit-il en se dirigeant vers la porte. Vous pouvez compter sur mon soutien. Resté seul dans sa bibliothèque, Kardec contempla une dernière fois la masse de documents devant lui. Sa transformation était en marche, et avec elle, la naissance d'une nouvelle façon de comprendre le monde spirituel. L'aube qui se levait sur Paris marquait non seulement le début d'une nouvelle journée,
mais aussi celui d'une nouvelle ère dans l'histoire de la spiritualité humaine. Une assemblée de spirites réunis dans un grand salon parisien pour une séance historique. L'hôtel particulier de Madame de Plaine-Maison n'avait jamais connu une telle affluence. En ce soir de printemps 1857, l'atmosphère était électrique dans le grand salon où se pressaient plus d'une cinquantaine de personnes, toutes venues assister à ce qui promettait d'être un moment historique dans l'histoire du spiritisme naissant. Allan Kardec, anciennement connu sous le nom d'Hippolyte Léon Denisard Rivail, se tenait debout près d'une table sur laquelle était posé un imposant manuscrit, les premières épreuves du Livre des Esprits. Son visage, habituellement empreint de calme et de sérénité, trahissait une légère tension. Ce n'était pas la crainte du jugement public qui l'habitait, il avait depuis longtemps dépassé ses considérations, mais plutôt le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. « Mes chers amis, commença-t-il d'une voix posée qui portait jusqu'aux confins de la pièce, nous sommes réunis ce soir pour un événement d'une importance capitale. Ce que je m'apprête à vous présenter n'est pas le fruit de mon imagination ni le résultat de spéculations philosophiques, mais la compilation méthodique et raisonnée de centaines de communications spirituelles reçues à travers divers médiums. » Dans l'assistance, le docteur Lambert, désormais fervent défenseur de la cause spirit, observait attentivement les réactions des participants. À ses côtés, Julie et Caroline Baudin, les jeunes médiums qui avaient joué un rôle si crucial dans cette aventure, écoutaient avec attention. Leur visage reflétait un mélange de fierté et d'appréhension. Avant de commencer, poursuivit Kardec, je tiens à préciser que cette doctrine que nous appelons désormais le spiritisme n'est pas une nouvelle religion. Elle ne vient pas remplacer les croyances existantes, mais plutôt les éclairer d'une lumière nouvelle, rationnelle, scientifique. Un murmure parcourut l'assemblée. Dans un coin de la pièce, on pouvait apercevoir quelques sceptiques notoires, venus sans doute pour trouver matière à critique. Parmi eux se trouvait le professeur Duchemin, célèbre pour ses articles virulents contre les « superstitions modernes », comme il les appelait. Kardec ouvrit le manuscrit et commença à en présenter les grandes lignes. Le livre des esprits se compose de questions et réponses, organisées de manière méthodique pour couvrir les aspects fondamentaux de la doctrine spirit. Il traite de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, de la réincarnation, des lois morales qui régissent l'univers. Soudain, un phénomène inattendu se produisit. Les bougies qui éclairaient la pièce vacillèrent simultanément, et plusieurs personnes ressentirent un frisson particulier. Les médiums présents se redressèrent, conscients d'une présence spirituelle intense. Il semblerait, dit doucement Kardec, que nous ne soyons pas seuls ce soir. Les esprits qui nous ont guidés jusqu'ici manifestent leur présence. Madame de Plaine-Maison fit signe à Julie Baudin, qui s'installa à une petite table, un crayon à la main. En quelques instants, sa main commença à bouger, guidée par une force invisible. Nous sommes présents, lut Caroline par-dessus l'épaule de sa sœur, pour témoigner de l'importance de ce moment. Ce qui commence ici ce soir marquera le début d'une nouvelle ère dans la compréhension des vérités spirituelles. Le professeur Duchemin se leva brusquement. Monsieur Kardec, ou devrais-je dire professeur Rivail, comment pouvez-vous, vous qui étiez connu pour votre rationalité, cautionner de telles manifestations? N'est-ce pas là une forme élaborée de charlatanisme? Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Kardec, qui resta parfaitement calme face à cette interruption. « Chers collègues, répondit-il avec un léger sourire, votre scepticisme vous honore. J'étais moi-même, il n'y a pas si longtemps, aussi sceptique que vous. C'est précisément cette approche critique et rationnelle qui m'a permis d'étudier ces phénomènes de manière scientifique. » Il s'approcha du professeur Duchemin, tenant à la main un épais dossier. « Voici les protocoles d'observation que j'ai suivis, les méthodes de vérification croisée utilisées, les analyses comparatives des communications reçues à travers différents médiums. Je vous invite à les examiner en détail. » Le docteur Lambert intervint alors. « J'étais moi aussi sceptique au début, mon cher Duchemin. Mais les faits sont là, impossible à nier pour qui veut bien les observer sans préjugés. » Pendant ce temps, Julie continuait à écrire, sa main traçant des messages d'une profondeur philosophique remarquable. Les spectateurs les plus proches pouvaient constater que l'écriture ne ressemblait en rien à celle de la jeune fille. Le spiritisme, écrivait-elle, vient répondre aux besoins d'une époque où l'humanité cherche à concilier la foi et la raison. Il apporte des preuves là où n'existaient que des croyances, des explications rationnelles là où régnait le mystère. Kardec reprit la parole, sa voix résonnant avec une autorité tranquille. Ce que nous présentons ici n'est pas une simple théorie, mais le résultat d'années d'observation et d'études méthodiques. Chaque affirmation contenue dans cet ouvrage a été vérifiée, confrontée, analysée. Il commença alors à lire des extraits du livre des esprits,
expliquant la structure de l'ouvrage, la méthode employée pour sa compilation, les principes fondamentaux qui en émergent. L'assistance écoutait avec une attention soutenue, même les plus sceptiques ne pouvant nier la cohérence et la profondeur du travail présenté. La réincarnation, poursuivit-il, n'est pas une simple hypothèse philosophique, mais une loi naturelle qui explique de nombreux aspects de l'existence humaine. Elle donne un sens à la souffrance, explique les inégalités apparentes, offre une perspective de progrès infini pour chaque esprit. Une dame âgée dans l'assistance leva la main, mais monsieur Kardec, ces révélations ne risquent-elles pas de perturber l'ordre établi? De bouleverser les croyances traditionnelles? Madame, répondit-il avec douceur, la vérité ne peut jamais être dangereuse. Le spiritisme ne vient pas détruire, mais construire. Il offre une compréhension plus profonde des vérités spirituelles, permettant à chacun de progresser selon sa conscience et sa raison. La séance se poursuivit pendant plusieurs heures, entrecoupée de démonstrations médiumniques qui venaient confirmer les principes exposés. Les messages reçus ce soir-là étaient d'une clarté et d'une profondeur exceptionnelles, comme si le monde spirituel lui-même tenait à marquer l'importance de ce moment. Vers la fin de la soirée, un message particulièrement significatif fut reçu à travers Julie, ce qui commence ici ce soir n'est que le début d'un long chemin. Le spiritisme se répandra à travers le monde, apportant consolation aux affligés, espoir aux désespérés, et lumière aux chercheurs de vérité. Le professeur du chemin, qui était resté pour observer l'intégralité de la séance, s'approcha de Kardec. « Je dois admettre que votre approche est plus rigoureuse que je ne le pensais. Bien que je ne sois pas encore convaincu, je ne peux nier la sincérité de votre démarche. » « C'est tout ce que je demande, répondit Kardec. Observer, réfléchir, analyser. Le spiritisme ne demande pas une foi aveugle, mais une adhésion raisonnée basée sur l'observation des faits. Alors que les invités commençaient à se retirer, Amélie Boudet, l'épouse de Kardec, s'approcha de son mari. « Tu as été remarquable, mon ami. La clarté de ton exposé, la force de tes arguments. Ce n'est que le début, ma chère, répondit-il en rassemblant ses notes. Le livre des esprits n'est que la première pierre d'un édifice qui continuera à se construire bien après nous. Le docteur Lambert, qui était resté jusqu'à la fin, vint les rejoindre. Mon ami, je crois que nous venons d'assister à un moment historique. La façon dont vous avez présenté la doctrine, alliant rigueur scientifique et profondeur spirituelle, va marquer un tournant. Espérons-le, répondit Kardec. Le monde a besoin de ces vérités, même s'il n'est pas encore prêt à les accepter pleinement. Notre tâche est de les présenter de manière claire, rationnelle, accessible à tous. Alors que les derniers invités quittaient la demeure de Madame de Pleine-Maison, Kardec resta un moment dans le salon, contemplant le manuscrit qui allait bientôt être publié. Il sentait que sa vie prenait un tournant décisif, que rien ne serait plus comme avant. Dans la nuit parisienne, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre. Une nouvelle ère s'ouvrait, non seulement pour Allan Kardec, mais pour tous ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de l'existence à la lumière de la raison et de la science spirituelle. Paris, quelques mois plus tard, dans le bureau d'Allan Kardec. Le soleil d'automne filtrait à travers les hautes fenêtres du bureau d'Allan Kardec, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air comme autant d'étoiles microscopiques. Sur son bureau en acajou massif reposait l'œuvre de sa vie, la première édition du « Livre des Esprits », fraîchement sortie des presses de l'imprimeur. Kardec passa délicatement ses doigts sur la couverture, ressentant sous ses doigts le grain du cuir et les lettres en relief doré. Ce moment représentait l'aboutissement de années de travail acharné, de recherches méticuleuses et d'innombrables séances de communication avec le monde spirituel. « C'est magnifique, murmura Amélie, qui venait d'entrer dans le bureau avec une tasse de thé fumant. Voir enfin toutes ces années de travail prendre forme. » Kardec se tourna vers sa femme, son regard empli de gratitude. « Sans ton soutien indéfectible, rien de tout cela n'aurait été possible, ma chère. » Un coup discret fut frappé à la porte. Julie et Caroline Baudin entrèrent, suivies du docteur Lambert. Les deux jeunes médiums, qui avaient joué un rôle si crucial dans la jeunesse du spiritisme, semblaient particulièrement émus. « Maître, commença Julie, nous venons de recevoir un nouveau message. Les esprits souhaitent se manifester. » Kardec acquiesça, comprenant l'importance du moment. Il fit signe à Julie de s'installer à la petite table qui servait habituellement aux communications. La jeune fille ferma les yeux, et presque immédiatement, sa main commença à tracer des mots sur le papier. « L'œuvre que tu as accomplie, lut Caroline par-dessus l'épaule de sa sœur, n'est que le commencement. Le spiritisme se répandra à travers le monde, apportant lumière et consolation à ceux qui cherchent la vérité.
Le docteur Lambert, qui s'était approché de la fenêtre, observait la scène avec un mélange de respect et d'émerveillement. Qui aurait pu croire, dit-il pensif, que nos premières investigations sur ces phénomènes nous mèneraient si loin. Kardec se leva et commença à arpenter la pièce, comme il en avait l'habitude lorsqu'il réfléchissait profondément. Le chemin a été long, mes amis. Des premières observations sceptiques aux certitudes d'aujourd'hui, que de chemin parcouru. Il s'arrêta devant une grande carte de France accrochée au mur, où des épingles marquaient les villes où des groupes spirites s'étaient déjà formés. Regardez, dit-il en désignant la carte, le mouvement se répand déjà bien au-delà de Paris. Lyon, Bordeaux, Marseille. Et ce n'est que le début. Julie continuait d'écrire, sa main guidée par une force invisible. L'enseignement que nous t'avons transmis touchera les cœurs et les esprits bien au-delà des frontières de ton pays et de ton temps. Le spiritisme apportera une nouvelle compréhension de la vie, de la mort, et du destin de l'âme. Amélie s'approcha de son mari et posa une main réconfortante sur son épaule. Tu as sacrifié ta tranquillité, ta réputation d'éducateur, pour cette mission. Ce n'était pas un sacrifice, répondit Kardec avec un sourire serein. C'était une transformation nécessaire. Hippolyte Rivail devait devenir Allan Kardec pour accomplir cette tâche. Le docteur Lambert s'approcha du bureau et prit un exemplaire du « Livre des esprits ». La clarté de la présentation, la rigueur de la méthode. Vous avez réussi à rendre accessibles des concepts profondément complexes. C'était l'un des objectifs principaux, acquiesça Kardec. Le spiritisme ne devait pas être une doctrine ésotérique réservée à quelques initiés, mais une science spirituelle accessible à tous les esprits de bonne volonté. Un nouveau message commença à se former sous la main de Julie, ta mission ne s'arrête pas à la publication de ce livre. D'autres ouvrages devront suivre, approfondissant et clarifiant les principes fondamentaux du spiritisme. Kardec hocha la tête. Il avait déjà commencé à travailler sur ce qui deviendrait le livre des médiums, un ouvrage consacré aux aspects pratiques de la médiumnité et aux méthodes de communication avec le monde spirituel. Les oppositions seront nombreuses, poursuivit le message. Les uns te traiteront de fou, les autres d'hérétique. Mais la vérité finira par triompher. Les critiques ont déjà commencé, intervint le docteur Lambert. J'ai entendu certains de nos collègues de la Sorbonne qualifier vos travaux de superstition dangereuse. Qu'ils critiquent, répondit Kardec avec sérénité. Le spiritisme ne craint pas l'examen rationnel. Au contraire, il l'encourage. C'est par l'observation rigoureuse des faits, par l'analyse méthodique des communications, que la vérité s'imposera. Caroline, qui avait été silencieuse jusqu'alors, prit la parole. Maître, comment voyez-vous l'avenir du spiritisme? Kardec réfléchit un moment avant de répondre. Je le vois comme un pont entre la science et la spiritualité, entre la raison et la foi. Le spiritisme apporte des réponses aux questions fondamentales de l'existence. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de la vie? Il s'approcha de son bureau et ouvrit un tiroir, en sortant un épais dossier. J'ai commencé à recevoir des lettres du monde entier. Des gens qui ont lu le livre, qui ont expérimenté par eux-mêmes, qui ont trouvé dans le spiritisme des réponses à leurs questions existentielles. Julie écrivait toujours, ta mission est de poser les fondements. D'autres viendront après toi, développant et enrichissant la doctrine. Le spiritisme évoluera avec le progrès des connaissances humaines. C'est précisément ce qui fait sa force, commenta le docteur Lambert. Le spiritisme n'est pas un dogme figé, mais une doctrine vivante qui peut évoluer avec les découvertes scientifiques. Amélie, qui avait écouté attentivement, intervint, n'oublions pas l'aspect consolateur du spiritisme. Combien de personnes ont trouvé la paix en comprenant que la mort n'est qu'une transition, que leurs êtres chers continuent d'exister dans le monde spirituel? Kardec acquiesça. C'est peut-être là sa mission la plus importante, apporter espoir et consolation sans pour autant sacrifier la raison et l'esprit critique. Un dernier message se forma sous la main de Julie, le travail que tu as accompli perdurera à travers les siècles. Le spiritisme continuera d'éclairer les âmes longtemps après que tu auras quitté ton enveloppe terrestre. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Dans la pièce, chacun sentait qu'il participait à un moment historique, au début d'un mouvement qui transformerait la compréhension de la spiritualité. Il se fait tard, dit finalement Kardec. Mais notre travail ne fait que commencer. Il y a tant à faire pour diffuser ces enseignements, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Le docteur Lambert se dirigea vers la porte. Je vais organiser une série de conférences à la faculté de médecine. Il est temps que le monde académique prenne ces phénomènes au sérieux. Julie et Caroline se levèrent également.
Nous serons toujours là pour vous assister dans vos travaux, maître, dit Caroline avec émotion. Resté seul avec Amélie dans son bureau, Kardec contempla une dernière fois l'exemplaire du « Livre des Esprits » posé sur son bureau. Dans la lumière déclinante du jour, il sentit la présence familière de Marianne, son guide spirituel. « Le chemin sera long, murmura-t-il, mais les fondations sont solides. » Amélie s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux, laissant entrer les derniers rayons du soleil couchant. « Regarde, dit-elle en désignant la ville qui s'étendait devant eux, Paris s'illumine. C'est comme un symbole de la lumière que le spiritisme va apporter au monde. » Kardec rejoignit sa femme près de la fenêtre. Dans le ciel parisien, les premières étoiles commençaient à apparaître. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais il était prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Le spiritisme était né, et avec lui, une nouvelle façon de comprendre le monde spirituel, basée sur la raison et l'observation scientifique. L'héritage d'Allan Kardec était en marche, un héritage qui continuerait d'influencer la pensée spirituelle bien au-delà de son temps, apportant lumière et espoir à des générations de chercheurs de vérité.